Pour l'heure, c'est l'interview politique de la matinale. Alex Bouillaguet, vous recevez l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Oui, on va longuement revenir sur les récents événements, ceux d'Arras, ce drame qui s'est déroulé vendredi. L'interview politique tout de suite. Bernard Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va effectivement revenir sur ce drame qui s'est déroulé à Arras, mais il se trouve qu'aujourd'hui, on commémore aussi le 3e anniversaire de la mort de Samuel Paty. Cette histoire qui bégait, elle nourrit vraiment ce sentiment d'impuissance des pouvoirs publics. Comment lutter contre ça ? D'abord en rappelant tout ce qui a été fait par les pouvoirs publics à l'extérieur de nos frontières et à l'intérieur pour éradiquer le terrorisme. Depuis 2015, tous les gouvernements, d'ailleurs, quelle que soit leur sensibilité, sont dans une action continue pour vaincre le terrorisme. S'il n'y avait pas eu l'intervention de la coalition en Irak et en Syrie pour éradiquer l'état-major de Daesh, nous aurions toujours des commandos projetés en Europe pour commettre des crimes, à l'instar de ceux qui ont été commis en novembre 2015 au Bataclan et sur les terrasses des cafés. Si nous n'avions pas pris des dispositions pour moderniser le renseignement, lorsque j'ai été nommé ministre de l'Intérieur, nous avions une loi qui datait d'une époque où il n'y avait ni téléphone portable ni Internet, alors que les terroristes communiquaient entre eux par des moyens cryptés. Nous avons modernisé cette loi et nous avons mis en place des techniques de renseignement qui permettent désormais de mieux entrer dans les réseaux terroristes, d'identifier ceux qui s'apprêtent à commettre des crimes pour les judiciariser. Nous avons rehaussé considérablement les effectifs des services de police et de renseignement. Toute cette action, qui est une action puissante, elle a été conduite aussi au plan européen avec un très grand nombre de réformes, a permis de faire en sorte que le niveau de la menace terroriste diminue, que les attentats soient moins nombreux, même si nous vivons comme une tragédie, bien entendu, dans notre cœur et dans notre chair, ce qui s'est passé au cours des derniers jours. Je vais quand même reprendre justement un peu le fil de ce qui s'est passé. Mohamed Mogouchkov, donc ce terroriste, est arrivé en France à l'âge de 6 ans. Il était surveillé, fiché S. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de commettre cet acte de terrorisme. Comment est-ce qu'on peut éviter aujourd'hui le passage à l'acte d'individus radicalisés ? Vous dites quoi ? Qu'il n'y a pas zéro risque ? Non, mais prenons cet exemple précisément. Il est arrivé il y a plus de 10 ans. Il y a des dispositions dans le code d'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile qui prévoient que lorsque des individus sont arrivés à moins de 13 ans, il est très difficile. Avant l'âge de 13 ans, il est difficile de les éloigner. Est-ce qu'il faut déjà revenir là-dessus ? Mais je pense qu'il faut regarder l'ensemble de ces dispositions et profiter du fait qu'il y ait une loi qui va être examinée par le Parlement pour donner au pouvoir public tous les moyens leur permettant d'agir dans le respect, bien entendu, de la Convention européenne des droits de l'homme, dans le respect des principes qui sont au fondement de notre État de droit pour être plus efficace. Et nous avons d'ailleurs continuellement modifié l'État du droit dans cet esprit. Je me souviens qu'en juillet 2015, lorsque la loi Asile a été adoptée, nous avons pris des dispositions pour retirer le statut de réfugié à ceux qui en bénéficiaient et qui retournaient contre le pays qui les avait accueillis, une violence qui est celle de l'islamisme radical, avec toute la part de haine et de violence extrême qui s'attache à ce totalitarisme. Donc nous avons pris des dispositions, il faut en prendre d'autres. Donc il faut que vous dites, bien entendu, moins de 13 ans, éventuellement. Il faut que nous regardions dans les dispositions législatives actuelles ce qui doit être modifié pour permettre à l'État d'agir efficacement. Mais il faut aussi dire la vérité aux Français. Parce que je vois beaucoup de discours sur le thème « nous allons expulser systématiquement ceux qui représentent un danger à l'ordre public ». Mais j'imaginais que cela était déjà le cas. Et je n'ai pas de doute sur le fait que l'actuel gouvernement et le ministre de l'Intérieur ont, à chaque fois qu'ils ont eu des informations et qu'ils ont pu procéder à l'expulsion d'individus, attendez, je termine, qui présentaient un risque de troubles graves à l'ordre public, l'ont fait. Mais nous avons ce qui relève de la volonté du gouvernement français et ce qui relève du contexte diplomatique. Même si un individu menace gravement l'ordre public et que vous décidez de l'expulser, si vous n'obtenez pas la délivrance des laissez-passer consulaires, vous ne parviendrez pas à le faire. Et donc c'est tout cela qu'il faut expliquer de façon extrêmement précise, extrêmement rigoureuse aux Français, parce qu'ils doivent comprendre que quel que soit le gouvernement en charge de ces questions, il y a un certain nombre d'obstacles et de difficultés qu'il faudra surmonter. Concernant cet individu, il avait été contrôlé la veille de son passage à l'acte. Pour vous, il n'y a pas eu de défaillance des services de renseignement ? Qu'ont fait les services de renseignement si les informations diffusées par la presse sont exactes ? Ils ont identifié la dangerosité.
ils ont fiché S l'individu quelques jours, 2-3 jours avant qu'il ne passe à l'acte. Et ils avaient, si là aussi les informations diffusées par voie de presse sont exactes, procédé à la mise en surveillance de cet individu depuis quelques semaines. Pourquoi ? Parce que le rôle des services de renseignement, lorsqu'ils sont confrontés à un individu qui présente une telle dangerosité, c'est d'accumuler un ensemble d'informations permettant sa judiciarisation, c'est-à-dire sa mise hors d'état de nuire à terme par son incarcération. Et pour avoir exercé ces responsabilités et mesuré la difficulté du travail du ministère de l'Intérieur et des services de renseignement, je sais qu'il n'y a pas d'autre chemin efficace que celui du travail des services de renseignement, accumulant des informations pour permettre... En l'occurrence, il n'en avait pas assez pour éventuellement l'arrêter ou le mettre en garde à vue. L'incarcération en France, elle dépend de la matérialisation d'un certain nombre d'éléments concrets accumulés par les services de police et de renseignement qui permettent à un moment donné aux juges des libertés de la détention, aux magistrats, de prendre leurs responsabilités. Et bien entendu, ces enquêtes prennent du temps et quel que soit l'état du droit, et là aussi quelle que soit la couleur politique de ceux qui exercent la responsabilité de l'État, sauf à renoncer à tous les principes de l'État de droit, c'est-à-dire à faire en réalité ce que les terroristes voudraient nous contraindre à faire, nous n'avons pas d'autre solution que de procéder ainsi. La famille du terroriste aussi devait être expulsée en 2014. Cette procédure, elle a été suspendue par le cabinet de Manuel Valls, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur. Pourquoi, selon vous, avoir mis fin à la procédure ? Est-ce que c'est aussi la pression de certaines associations de gauche, la CIMAD, le MRAP, le PC local, qui était trop forte ? Est-ce que la France, parfois, a la main faible ? Ce n'est pas ce que je comprends de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où les événements que vous évoquez se sont déroulés, les informations dont nous disposons 10 ans après sur cette famille ne sont pas les mêmes qu'à l'époque. Nous ne les avions pas. Nous n'avions aucune idée de la dangerosité de cette famille. Deuxièmement, il y avait une circulaire qui avait été prise à ce moment-là par Manuel Valls et dont le respect imposait que son cabinet pris ses dispositions. Et donc, c'est dans le respect des principes de l'État de droit, compte tenu des informations dont le cabinet du ministre disposait à l'époque, que cette décision a été prise. Donc, pour vous, il n'y a pas Et donc, il faut rappeler, là aussi, exactement quel est le contexte, parce que sinon, par des raccourcis, par des approximations, par des amalgames de raisonnement, on en arrive à ruiner la confiance entre les institutions et les citoyens, ce que certains ont intérêt à faire, mais pas les républicains. On en vient à la gauche. Elle semble, à ce stade, pas prête justement à voter cette loi dont vous parlez, qui va être étudiée, débattue en novembre au Sénat. Manuel Valls dit aujourd'hui qu'il faut dire stop à l'immigration. Est-ce que vous dites aujourd'hui la même chose ? Mais est-ce que c'est une réponse aussi à ce qui se passe ? Dire stop à l'immigration, ça veut dire quoi ? Lorsque vous avez en Afrique des coups d'État permanents, avec à la tête de pays des gouvernements qui n'ont aucun respect des droits de l'homme, qui martyrisent leur peuple et la femme, lorsque vous avez au plan international un contexte géopolitique qui partout sème la désolation et la terreur, et que vous avez des millions d'individus qui prennent le chemin de l'exode parce qu'ils y sont contraints. Dire stop à l'immigration, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez demander à ces personnes de rester chez elles, que vous allez rendre totalement... Mais durcir la loi. Mais durcir la loi. Vous êtes d'accord ? Mais il faut bien entendu prendre des dispositions législatives puissantes et des dispositions européennes non moins puissantes pour que nous puissions maîtriser notre politique d'immigration. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui doivent être accueillis au titre de l'asile doivent bénéficier de notre accueil, sous réserve toutefois qu'ils ne représentent aucun risque, aucun danger pour l'ordre public. Et si, après avoir obtenu le statut de réfugié, ils devaient présenter un risque, alors nous serions légitimes à leur retirer ce statut. Deuxièmement, ceux qui ont vocation à être reconduits à la frontière parce qu'ils ne relèvent pas de ce statut ou que nous ne souhaitons pas les accueillir, doivent pouvoir l'être. Et la législation doit pouvoir être modifiée pour cela. Et c'est cette fermeté, cet équilibre qui doit être respecté. Très bien. Il nous reste une petite minute. Rapidement, quand vous voyez les Insoumis, Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence, qui refuse de qualifier notamment le Hamas d'organisation terroriste, est-ce que la gauche est à la hauteur du mot ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on gère le problème, Jean-Luc Mélenchon ? Mais d'abord, il ne fallait pas s'allier à lui. J'ai quitté le Parti socialiste le jour où les socialistes ont décidé de s'allier à Jean-Luc Mélenchon.
Je l'ai fait avec une immense tristesse et je l'ai fait pour demeurer socialiste, parce que cette alliance était contraire à tout ce que nous portons dans l'histoire. Aujourd'hui, nous voyons... Donc vous dites à vos petits camarades socialistes, quittez la NUP, comme vient de le faire le Parti communiste. Aujourd'hui, nous voyons quel est le résultat. Il faut donc rompre cette alliance. Et le premier secrétaire du Parti socialiste, la direction du Parti socialiste, doit désormais rassembler les siens, après les avoir longtemps divisés, pour que le Parti socialiste redevienne une force placée au centre de la gauche, ce qui est la condition pour que la gauche puisse s'unir et représenter une alternative face au risque Le Pen. Parce que la NUPES a une autre caractéristique, c'est de fabriquer des voix Rassemblement national en quantité industrielle. Si on veut lutter contre le Rassemblement national, il faut que la gauche retrouve son esprit de responsabilité, son audace et sa crédibilité. Merci beaucoup Bernard Cazeneuve. Merci Bonne journée à vous. Merci.